chers collègues, éminents invités de l'Université Sidi Mohamed Abdallah, je vous souhaite la bienvenue. Je n'ai pas préparé particulièrement un discours académique, mais je suis venu parce que je suis très heureux de participer aux événements qu'organise l'École nationale de commerce et de gestion, qui est une école, une petite fierté de l'Université Sidi Mohamed Abdallah, une école qui connaît un dynamisme et un rayonnement de plus en plus grandissant. Je vous félicite, monsieur le directeur, et tout le staff et les enseignants-chercheurs de cette école. Vous avez des atouts qui sont fondamentaux pour briller. C'est justement la jeunesse de votre école, de votre équipe pédagogique et de recherche, et c'est ça qui va vous faire un avenir que je souhaite brillant. Je suis également heureux de participer à cette troisième édition du colloque international de la recherche et d'études en finance. Je ne suis pas financier, je suis chimiste, et donc je ne veux absolument pas mettre le doigt dans cet engrenage. J'ai déjà du mal à comprendre pourquoi ces traders gesticulent dans les salles de bourse et à expliquer à certains comment l'économie mondiale s'est effondrée comme un château de cartes en 2008. C'est des choses qui me sont très je suis très loin, donc je ne vais pas toucher à ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous devez vous pencher sur ces problématiques fondamentales pour le monde. On voit maintenant que dès que Trump éternue, le prix du pétrole augmente ou descend. C'est vraiment un monde très fragile et très frileux. Je sais bien que le capital est lâche, mais là, vraiment, donc je voudrais juste vous présenter également les excuses de M. le Président qui est en déplacement, qui n'a pas pu être parmi vous. Je félicite l'équipe de recherche sur la finance et le laboratoire de management entrepreneuriat et finance qui organise cet événement très intéressant. Je souhaite également la bienvenue à nos éminents conférenciers qui vont intervenir au cours de ces journées. Notamment, j'ai appris qu'il y a une collègue d'Inde. Je lui souhaite la bienvenue et je lui souhaite un bon séjour à l'Université Sidi Mohamed Abdallah. Je vous souhaite une bonne journée de travail et de recherche. Je sais que ces journées-là elles sont vraiment très intéressantes pour le networking, déjà pour connaître un peu des gens d'horizons différents, et on compte bien rester et on compte sur votre dynamisme également pour rester à cette première place. Merci beaucoup. Tous vos efforts fournis pour l'université, c'est grâce à vous que cette université, bien évidemment, a été classée première à l'échelle nationale pour 2 années consécutives. On passe maintenant à la deuxième intervention et je donne la parole à Monsieur Abdelrazak Bedi, le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi. Monsieur le vice-président de l'Université Sidi Mohamed Abdallah, Monsieur le coordonnateur de la conférence internationale, Monsieur le chef de département, Monsieur le directeur du laboratoire, Madame la directrice adjointe, Monsieur le secrétaire général de l'école, chers collègues, chère assistance. C'est toujours pour moi un réel plaisir que de prendre la parole, et non des moindres, pour donner le coup d'envoi à une activité scientifique d'envergure. Aujourd'hui, au sein de l'école, nous avons une dynamique très dynamique si je puis dire, qui a commencé d'abord par
la structuration de la recherche pour se conformer aux nouveaux standards de recherche scientifique de l'université. Et à ce titre, nous avons gagné le challenge, le défi, grâce à tous les collègues, sans exception, de constituer un laboratoire de recherche, qui est bien entendu en cours d'accréditation. Il va l'être, certainement, puisque il n'y a pas eu de réserve sur la création de notre laboratoire au niveau de la première expertise. Alors, déjà ce défi, ce challenge de se constituer en un seul laboratoire de recherche, avec un certain nombre d'équipes de recherche, va nous permettre d'abord de disposer d'une masse critique très intéressante au niveau de notre établissement, et pourquoi pas d'entrer en concurrence avec d'autres structures de recherche pour prétendre à des financements, pour prétendre à des projets, répondre à des appels de projets. Parce qu'aujourd'hui, le temps n'est plus à l'émiettement, ni à la parcellisation, mais le temps, il est à la mutualisation et au regroupement. Et à ce titre, je crois que notre établissement a fait un grand pas en avant, et nous espérons en faire d'autres. Alors, cette structuration de la recherche, bien entendu, n'était pas le seul défi à relever. Le deuxième défi à relever, c'était de préserver un certain nombre d'activités scientifiques. Si ma mémoire est bonne, et généralement elle est bonne, ils sont au nombre de 3. Il y a 3 grands événements, manifestations scientifiques d'envergure qui s'organisent annuellement, biannuellement pour quelques-uns. Cela dépend parce que ce n'est pas toujours évident de faire une activité scientifique. Donc aujourd'hui, nous estimons que nous avons 3 grands rendez-vous au niveau de l'établissement. Ces 3 grands rendez-vous au niveau de notre établissement, nous allons essayer de les préserver, et en y ajoutant d'autres rendez-vous, soit par l'organisation d'autres événements, soit par l'encouragement de micro-événements scientifiques qui traitent de problématiques très précises et très pointues. Le troisième défi, c'est justement, après la structuration de l'organisation, il faudrait qu'on passe aussi à la publication scientifique. Une publication à forte valeur ajoutée, qui à la fois va nous permettre, en tant qu'école de commerce et de gestion, de se hisser au rang des grands publiants, si je puis dire, notamment la faculté des sciences et la FST, bien que les domaines soient différents, mais qui vont nous permettre, bien entendu, de disposer d'une, si je puis dire, une masse critique de publications indexées, qui va nous permettre aussi de donner notre mot et de prononcer notre mot dans la cour des grands. Et quand je dis la cour des grands, ça veut dire que nous allons aussi participer au ranking de l'université. Ce classement de l'université, qui pour la deuxième fois consécutivement nous place en première position par le Time Higher Education, est à la fois un honneur, mais une très grande responsabilité. Puisque être le premier, c'est très bien, mais il faut rester toujours le premier. Et c'est là où réside vraiment le défi. Et c'est un défi qui nous incombe à tous. C'est un défi que nous devons relever, bien qu'au niveau de notre école, nous avons une masse de 36 enseignants-chercheurs. Bon, c'est une masse critique par rapport à d'autres établissements, et un pourcentage, en termes de pourcentage, donc ce n'est pas du tout pesant, mais en termes de rendement et en termes de publication, j'espère que nous aurons à donner notre mot dans ce sens. Donc, ce troisième rendez-vous, c'est-à-dire cette troisième conférence internationale sur la recherche scientifique et les études en finance, fait partie de cette dynamique que nous encouragerons, et grâce aussi aux encouragements de M. le Président de l'Université, nous sommes arrivés aujourd'hui à une phase, je puis dire, de maturité. D'accord, de maturité. Il faut juste maintenant passer à la production. Donc, la thématique de ce colloque qui tourne autour de la finance, technologie et durabilité est une thématique à la fois importante et actuelle. Importante, très importante même, vu les enjeux aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises, qui pèsent sur l'environnement socio-économique, qui pèsent sur les différents défis que doivent relever les uns et les autres. Et d'un autre côté, il y a l'impératif de compétitivité. Et bien sûr, cet impératif de compétitivité doit être en parallèle avec la durabilité. Ce sont deux choses que nous devons impérativement mobiliser, à savoir concilier à la fois l'utilité, concilier à la fois la finance inclusive
actuelle, parce que cette troisième édition met l'accent sur les différents changements de la finance sous l'impulsion de l'environnement économique, social et technologique, en tenant compte, bien entendu, de la durabilité. Et la question de la durabilité se pose de plus en plus dans un contexte en forte complexité, dans un contexte en perpétuel changement, et c'est un paramètre aujourd'hui qui commence à prendre de l'ampleur et que beaucoup d'indicateurs au niveau de l'évaluation, que ce soit des entreprises ou de la performance en général, commencent à tenir compte de cette durabilité. Alors je dirais tout simplement que grâce à ce colloque, nous aurons une pléiade d'intervenants, qui nous viennent un petit peu de partout dans le monde, qui nous viennent de l'Inde, qui nous viennent de l'Europe, partenaires classiques, qui nous viennent de notre cher continent, l'Afrique, regorgeant de potentialités. Donc une pléiade de chercheurs qui va se réunir durant les 2 journées à venir sur cette problématique pour interroger, poser des questions, surtout bousculer les ordres établis, pour sortir peut-être, pourquoi pas, avec une certaine vision de la recherche, que ce soit dans le domaine, et des enrichissements d'expériences mutuelles. Je terminerai mon propos, pour ne pas être lent, en remerciant le comité d'organisation, à sa tête M. le professeur Benelli et toute son équipe, qui aujourd'hui, comme je viens de le dire, ce congrès fait partie des traditions de l'école, et j'espère que ça va durer, parce que ce n'est pas un critère scientifique, mais quand une activité dépasse la 3e édition, ça veut dire qu'elle est sortie de la phase mortuaire. Et j'estime qu'aujourd'hui, le congrès sur la finance est sorti de cette phase mortuaire, et nous estimons qu'il va faire de vieux os dans notre établissement. De toute façon, on est là pour l'encourager. Je remercie aussi tous son équipe. Je remercie aussi tous les enseignants, notamment monsieur le chef de département et monsieur le directeur du laboratoire, qui vont tout à l'heure se prononcer et bien entendu mettre en avant cette activité. Je les remercie pour leur implication. Je remercie aussi vivement monsieur le vice-président Selchka de nous avoir fait l'honneur de présider ces séances d'ouverture. Et je voudrais à travers lui aussi remercier monsieur le président de l'université, le professeur Adouad Marabat, qui ne ménage aucun moyen pour nous encourager, pour encourager notre école, qu'il considère, comme M. Schran vient de le dire, un fleuron de l'université. Et nous espérons rester, bien sûr, ce fleuron toujours dynamique et toujours au service de la recherche scientifique, de la pédagogie universitaire au sein de notre établissement, surtout dans nos domaines de prédilection, à savoir la gestion et le commerce. Je souhaite à tout le monde un bon séjour à Fès, un bon séjour au Maroc, surtout les personnes qui nous viennent de loin, de très très loin, notamment from India. You are welcome. Et j'espère aussi que ce séjour soit à la fois bénéfique en matière de découverte et d'autodécouverte et en matière d'enrichissement scientifique. Je vous remercie. Président de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, Monsieur le directeur de l'UCG de Fès, Madame l'adjointe du directeur de l'UCG de Fès, Monsieur le directeur du laboratoire à l'ARFM, Monsieur le coordonnateur de la 3e édition de la conférence internationale en recherche et études en finance, Monsieur le secrétaire général et le staff administratif de l'UCG, chers professeurs, chers doctorants, chers étudiants, honorable assistance, bonjour. Au nom du département Gestion et Finances de l'ECG et de ses membres et de l'ensemble des professeurs qui le composent, j'exprime ma gratitude et aussi ma joie de me retrouver aujourd'hui parmi vous, parmi ce parterre de chercheurs. C'est à la fois un honneur, mais aussi une fierté pour le comité organisateur de pouvoir réussir un tel exploit, l'exploit de rendre cette conférence de plus en plus internationale, avec un niveau de qualité de plus en plus important. Je tiens en premier lieu à remercier l'ensemble des conférenciers, en particulier ceux qui vont présenter leurs papiers, mais aussi ceux qui vont participer au débat et ceux qui vont y assister. Je tiens en second lieu à encourager les jeunes chercheurs
en particulier ceux de notre école et de notre université. La tâche des chercheurs est d'une noblesse inégalée, mais difficile en ces temps d'inquiétude. J'espère que cette conférence et les débats qui s'en suivront motiveront nos chercheurs et nos doctorants afin d'aller de l'avant et doubler leurs efforts en matière de recherche scientifique. Nous estimons que les thématiques qui seront traitées et débattues dans le cadre de cette conférence s'inscrivent dans une optique innovatrice, celle traitant des problématiques nouvelles relatives au développement de la technologie, de l'information utilisée en finance, dans les systèmes et la sécurité des paiements, à la tarification et son importance dans l'économie numérique, à la technologie des réseaux distribués, comme les blockchains, à la cristallisation d'objectifs de développement durable par la digitalisation dans le domaine de la finance et de la banque, à l'inclusion financière, etc. J'espère que cette conférence apportera un plus à notre laboratoire, à notre école et à notre université, mais surtout à nos chercheurs, doctorants et étudiants. Je dois remercier l'ensemble de la présence aujourd'hui, en particulier le vice-président, M. Schrapp, d'avoir fait la peine de se déplacer. Je remercie l'ensemble des chercheurs, je remercie aussi l'ensemble des chercheurs, en particulier ceux qui sont venus d'ailleurs, en particulier de l'Inde, de la Turquie et de l'Europe. Je tiens aussi à remercier nos étudiants, le comité organisateur, et je vous souhaite une très bonne conférence. Et je le dis en anglais, I wish you a nice and good conference. Merci beaucoup. C'était avec nous M. Hamid Hadi, chef du département Finance et Gestion à l'ENCJFS. Nous vous remercions de votre percutante intervention et grand merci à vous de vos aimables efforts et votre sincérité. Et merci de nous avoir rendu, nous, ENCJFS, des financiers dans l'âme et dans l'esprit. Et maintenant, vos vifs applaudissements, mesdames et messieurs, pour monsieur le directeur du laboratoire de recherche en études en management, entrepreneuriat et finance. Des applaudissements pour monsieur Samir Rabir. Monsieur le vice-président, monsieur le directeur, madame la directrice adjointe, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de centre de formation, monsieur le chef de département, monsieur le président du comité d'organisation, chers invités, chers collègues, chers étudiants, honorables audience. Bonjour et bienvenue à cette troisième édition 2020 du colloque international organisé par l'équipe de recherche et d'études en finance dans le cadre du nouveau laboratoire de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, portant le nom de laboratoire de recherche et d'études en management, entrepreneuriat et finance, par abréviation de l'AMF. Ce nouveau laboratoire s'inscrit justement dans le sillage de la nouvelle politique de recherche scientifique initiée par Monsieur le Président, qui vise notamment la concentration des différentes structures de recherche dans notre université en vue d'une efficacité accrue et d'une meilleure utilisation des ressources et des compétences. Honorable audience, cette rencontre scientifique est intéressante et ce à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est l'occasion propice d'échanges entre les différents chercheurs, experts et académiciens qui nous viennent d'horizons variés, l'Inde, la Russie, l'Ukraine, l'Angleterre, la France et l'Algérie, en plus bien évidemment des intervenants qui nous viennent du Maroc. Nous sommes très honorés par votre participation et nous vous souhaitons au passage un très bon séjour parmi nous. Ensuite, et au regard des thématiques, objets des séances plénières et des différents ateliers, toutes intéressantes et novatrices, nous espérons que cette rencontre soit d'une valeur scientifique considérable pour nos chercheurs et jeunes doctorants. Et l'occasion d'un débat riche et constructif. En définitive, permettez-moi, chère audience, de remercier le comité d'organisation
félicitations pour les efforts déployés pour faire réussir cette rencontre et à la même occasion remercier toutes les composantes de notre école et université de leur soutien permanent et égard à toute l'activité scientifique. Pour terminer, je vous souhaite donc une fois la bienvenue et la grande réussite à cet événement et merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur Samir Abir, pour votre pertinente intervention. Et maintenant, Radia, on va passer vous donner la parole. وختامها المسك avec nous. On va passer la parole à monsieur qui s'est investi amplement pour cet événement-là et qui n'a pas tardé une seconde à fournir tous ses sincères efforts pour la réussite de cette conférence. Applaudissez avec moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, monsieur Mimoun Benelli. Assalamu alaikum. Monsieur le vice-président de l'Université Abdullah, monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de Fès, monsieur le directeur du centre de la formation, des conférences et de la formation, madame la directrice adjointe de l'Institut de Fès, monsieur le secrétaire général, monsieur le chef de département, monsieur le directeur du laboratoire, l'ARMF, chers conférenciers, chères conférencières, chers collègues, chers doctorants et chers amis, chers étudiants, honorables invités, honorable assistance. Permettez-moi, au nom du comité organisateur de ce colloque, encore une fois de vous accueillir dans cette conférence qui est devenue, comme l'a mentionné monsieur le directeur, une tradition au sein de notre école. On est maintenant, depuis son début en 2007 à la 3e édition. On n'a pas réalisé l'édition en 2019 pour des raisons, parce que c'est pas facile d'organiser une manifestation de telle envergure chaque année. J'aimerais bien vous annoncer que la communauté du CRF est devenue désormais une famille qui ne cesse de s'agrandir d'une édition à une autre. On est maintenant à la 3e édition. Et le nombre de participants donc, a augmenté de manière considérable, et aussi les destinations, je dirais les pays qui ont participé à cette conférence. Il y avait plusieurs propositions de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Algérie, de la Russie, de l'Ukraine, de l'Angleterre, aussi de la France. Sans oublier les différents universités marocaines qui ont participé presque avec 9 ou 8 universités marocaines qui participent à ce colloque-là. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que les deux défis lancés lors de la séance de clôture des travaux de la 2e édition du CRF ont été amplement relevés. Premier défi, publication d'un ouvrage collectif regroupant les meilleurs papiers présentés lors de la 2e édition de la conférence. J'aimerais bien vous annoncer que cet ouvrage en cours de production, déjà accepté par la maison d'édition, et sera publié dans les 2 mois à venir par l'édition L'Armatan, la maison d'édition L'Armatan, et sera dans les librairies, Inch'Allah, dans les 2 mois à venir. Deuxième défi, et en même temps une recommandation de la part des participants à la 2e édition du CRF, c'est d'élargir la thématique des colloques pour intégrer d'autres axes, d'autres thématiques, à savoir nouvelles technologies de la finance, communément appelées FinTech, blockchain et transformation des services financiers, aussi finance et économie collaborative, finance face à la morale et à l'éthique. C'est un ensemble de thématiques qui vont être débattues lors de cette édition. À ces 2 défis s'ajoute un 3e qu'on a fixé en commune collaboration avec les co-organisateurs de cette 3e édition. Il s'agit d'aligner notre conférence sur les standards internationaux par sa publication dans une base de données indexée, chose faite. Notre conférence est désormais indexée Scopus avec une de
Undersigned Publishers et en association avec International Journal of Business Performance Management. D'ailleurs, les meilleurs papiers seront publiés dans le dit journal. Je souligne que déjà un appel à contribution a été lancé dans le site de la conférence. Le dernier délai pour soumettre, dont l'appel est ouvert à tout le monde, aussi bien les conférenciers, les participants et ceux qui veulent présenter un papier, l'appel est ouvert à tout le monde. C'est le dernier délai pour, je dirais, soumissionner, c'est le 1er mai 2020. Et la publication définitive aura lieu en septembre 2020, après les procédures et les processus d'évaluation des reviewers, des peer reviewers, etc. Bon, la 3e édition du CRF se veut donc être une conférence orientée vers l'excellence et la rigueur scientifique, à l'instar des conférences internationales de renom. Je tiens à souligner les efforts et les moyens mis à la disposition par le président de l'université au service de la réussite de notre conférence. En effet, le président de l'université et son staff ont mis à notre disposition cette belle salle de conférence et tout le centre d'ailleurs, avec ses salles d'accueil, ses salles de réunion, ses ateliers, ses salles d'ateliers, pour nous permettre d'organiser notre conférence dans de bonnes conditions. Deuxièmement, la logistique nécessaire et le soutien inconditionnel de leur part sont d'un grand apport pour l'organisation de nos conférences, sans oublier l'effort financier. Le devoir de reconnaissance et de remerciement s'étend au personnel administratif de notre école, à leur tête le directeur c'est Abdelzad Abadi, qu'elle trouve ici mon estime et mes respects. Le travail qu'il a accompli avec tout le staff administratif et son implication sans faille ont donné forme à ce colloque et surtout sa continuité. Mes sincères remerciements vont aussi aux co-organisateurs de cette conférence, en particulier les coordonnateurs des 7 thématiques de la conférence. Je cite messieurs les professeurs Assadi Jamshid de France, Mohamed Mili de la faculté de droit de Fès, Hamid Bouhadi de l'Institut de Fès, Haj Zahid de la faculté de droit d'Agdal, Rabat, Mohamed Abdellaoui de la faculté de droit de Fès, Hicham Sadoq de la faculté de Suisse et Rabat, Abdelatif Tarzouti de l'Institut de Fès et aussi Youssef Hami de l'Institut de Fès. Notre gratitude va spécialement aux membres des comités scientifiques pour avoir évalué sous pression de nombreux papiers et propositions dans les délais fixés par le comité organisateur. Nos remerciements vont aussi aux membres du comité d'organisation de la 3e édition du CRF. Si il s'avère plus ou moins inutile de rappeler l'argumentaire du colloque dans lequel nous avons largement explicité les choix des thématiques, il est néanmoins impératif et important de profiter de ce moment d'ouverture pour revenir sur l'objectif principal fixé par le comité organisateur de ce colloque. Il s'agit essentiellement de réunir les chercheurs et les experts pour discuter des contours politiques, sociaux et économiques, des finances porteuses d'inclusion et de durabilité, en la souscrivant bien naturellement dans un cadre général de développement soutenable et inclusif. La diversité et la richesse des thématiques pour présenter à ce colloque vont certainement contribuer en grande partie à l'objectif tracé. Avant de terminer, je tiens à vous préciser que le nombre de communications retenues est de 42 sur 61 proposées. Et sans tarder, je vais vous dire merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement. Merci de votre présence. Et au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue et un excellent colloque. Et je souhaite aux anglophones la bienvenue en leur disant « We are welcome ».
Et merci de votre attention. Firstly, good morning from London. My name is Jonathan Liu, and I have the pleasure of talking to you about pricing and the digital economy. I'm sorry that I cannot be with you today, but perhaps talking about this digital economy is also a good way of introducing you to Industrial 4.0. Okay? My talk is going to use Skype, and as you can, I don't know if you can see me, but certainly you can see the slides. Okay? I'm at Regent's University London, in London, okay? And we have probably one of the most beautiful campus, so whenever you have time, please do come by, okay? My talk will last around 30 minutes or so, I will try and stay on time as much as I can, okay? So let us begin. You know, we live now in the time of what we call the fourth industrial revolution, okay? And my talk will cover a little bit about which industrial revolution we are, what has happened, and really the impact of pricing. Okay? Klaus Schwab really, I think, summed it all when he said there has never been a time of greater promise or peril. Okay? And this is purely because that we are now in an environment where we are using technology. And this is what people like Sogeti call, it promises that we'll be living in a smarter world that is more coherent, and also one that would be using operating systems called SMAC, which is social media, mobile, analytics, cloud, and of course, Internet of Things. Okay? And where we are today is really quite interesting. Okay? We are in actually 4 industrial revolutions. Okay? So you will see, you know, from this chart, and the slides are available because Norman can let you have my slides. And we are basically living in Industrial 4.0. Industrial 1.0, or the first industrial revolution, was really just about mechanization, steam power, and basically automation, okay? But where we are today is really over a period of nearly 200 years. We are now in what we call cyber, physical systems with Internet of Things and using networks, okay? But what is maybe interesting for us would be to look at, what we mean by integration of IT, okay, with operational technology. And this is really something that we've called disruption and a paradigm shift in manufacturing. The products and produce that you see today and you use globally is really based on what we call information technology and operations technology. And we live now in a digital economy where digital technology is going to be focused really on 3 things. It's going to be focused on value creation, it's going to be focused on customization, and of course, low unit costs. Okay? But using analytics of big data, we also notice that there is a paradigm shift in marketing and in pricing. Okay? And this is really about how we would customize our products and how we would actually sell products. Okay? And this is really a big challenge to all companies. For example, I'm using Skype technology, or Skype, depending on how you want to pronounce it, and it is free. How would you generate a strategy to compete with your competitors who are going to be giving away the products free? Okay?
I think this is the big challenge, and this would apply to almost any of the new mobile app technology that's available. And perhaps the most interesting thing is what we are talking about here. It's really about artificial intelligence. It's a bit like your smartphones. It's a bit like if you buy things on the internet using Amazon, and when you check out to pay for your products, it always asks you, people that bought the product, if I'm buying a pair of shoes, it will also show me something that is similar, because what it's using is big data, analyzing the buyer behavior of all customers. So, what has changed? Okay, we still live in a world, but what has changed is quite interesting. If we measure this across 5 dimensions, okay, in what I call work 1.0, that's under Industrial Revolution 1, your time at work is relatively fixed time. You work from 9 to 5. Your place of work is also fixed, so it could be your factory, it could be your office. The organization would have relatively fixed and stable organization structures, so you would have some element of a hierarchical structure. And then the environment tends to have fixed procedures for different things, so doing different types of tasks, and management is done by defined standards and processes. Okay? But where we are today in Industrial Revolution 4.0, our time is more flexible and self-controlled. So for example, I can work with people across borders, like here in London, we are 1 hour behind in Fez, but we can still collaborate. We also now find that the place of work is no longer fixed. Now it's changing. I'm sitting here in London, which I believe is what, 2,500 miles away from you, and yet we are communicating. The organization has also become more agile and more project-based. Okay? It's no longer fixed structure of having the CEO cascading it downwards to the guys on the shop floor. The environment is also now more problem-based and more task-orientated, rather than for procedures. For example, we now see a massive change in the way in which organizations operate in terms of processes and procedures. And then, of course, finally, the whole idea of management, now self-control and variable benchmark. It's almost self-autonomous teams. So, what has this to do with pricing? Okay. Well, if we work on this very simple equation, that price equals to fixed cost plus variable cost plus profit, okay? And here I'm using the example that assuming that fixed cost is 30%, variable cost is 60%, and we want to make a profit margin of 10%, okay? What we will now find, which is the effects on profit in terms of percentages. So if we increase price by 1%, this would lead to a 11% increase, okay? Which you then find there is going to be a decrease, okay, in variable cost, a decrease in the 11% is profit. So increased price by 1% will lead to an 11% increase in profit. So this simple chart basically shows you that price is perhaps the most sensitive variable that businesses can use. Okay? And if we further elaborate this on what the impact is on the autonomy of prices, on what is upper and lower limits. This is probably shown best with examples from the car industry. Okay? And in a book that I published recently, okay, we actually do that. What we are really talking about is that at the end of the day,
price will comprise of three elements. It would be the cost, the seller's surplus, so whoever is going to sell it to you, they will want to make some element of profit, and then of course the customer's surplus. This we call the zone of price, okay? And the impact it has is different when you are looking at either the top end, okay, the upper end, or the lower end. And with a radical increase of the upper limit of price setting, okay, the effect of digitalization on the upper limit of pricing is it means that we need to have more customer-friendly products. The time to market will need to be shortened. We need to get up to market faster. We're now using robotics to make better quality. Okay? Digitalization and the use of the Internet of Things can add new functions to the products and can make it use not only safer but more enjoyable as well. For example, your mobile phones. Your mobile phones is probably one of the best examples of how far technology has come. Okay? And this new technology makes it possible to totally customize products and services. Okay? But we also have a radical pressure on the lower limit of price setting. Okay? The lower limit of this would effectively be an impact on labor costs. There will be a lot of downward pressure on having to try and reduce labor costs in order to set a price. And I'm assuming here, of course, that lower prices is what customers would like. Okay? Of course, this is not strictly true when we start dealing with luxury items, okay? Which we'll see a bit later on. So within this framework, okay, if you remember from the first slide, we had Søren Gatti arguing that we have also this impact about social media. Okay? And these are icons, these four or three icons you find are very common. It is to do with Twitter, Instagram, and Facebook. And all these things will lead to prices. And it also tells us now that because of this new technology movement, okay, there are several new revenue models. Here are 5 of them. Okay? I'm not going to go over all 5, but within these Problème de connexion. Hi, can you hear me again? Okay, we hear you. Okay, it's very, that maybe I'm speaking too fast compared to the technology, Can you see my screen? Yes. Yeah, okay. Just to check if I'm still connected. I think that's the downside of relying too much on technology. Hi, you're right. Okay. Now it's time to switch to your screen, I suppose. Yeah, is it sharing the screen now? Yes, it's okay. Can you just make it bigger?
Yeah, just a second. It's, let me go back to. Okay, it's okay. Okay. Well, this proves that maybe I am talking too fast. The technology can't catch up with me. Okay. Sorry, that's a joke. Yeah. So there are basically within this slide, and we really talk about social media pricing models. And this is perhaps important because it tells us this is really the digital economy. And in the slides here, you find that on the left-hand side of the slides, you have Twitter, Instagram, and Facebook. And when you then think about how do they make money, you know, they're giving you the app for free, like Waze, like Skype, okay? And we now know that, for example, Caraco has argued that there are generally 5 revenue types of models. They have the fee minimum model, okay, where this basically just offers a basic service for free, but then it will charge you if you want to do anything that is premium. Then there are the affiliated models. This is basically by driving traffic, okay, which will then lead to more sales. So a bit like advertising as well. Then there is the subscription model, and this is where you become part of a club. And of course, there are also what we call virtual models, where you pay for virtual goods such as you then get free upgrades. And of course, there is the advertising model, which is paid for by independent third parties. So what happens really, you know, in those areas which are not directly affected by digitalization, okay? Such as, for example, in a string quartet, okay? How would they operate? Okay? And this is where we know the string quartet cannot increase its productivity. Okay? So all it really do is to increase the number of paid viewers. And this is where maybe technology will come into place. But the price for labor-intensive fields are increasing. Okay? And we look at, for example, a very recent study that was done over 10 years, looking at the US price or price changes in goods and services, you will notice that the one price that is going off the curve is basically college fees. Okay? Basically because we can't, you know, use technology to do a range of things that we would be able to otherwise. Okay? And what is perhaps interesting is price impact in this digital revolution, and also on the types of business models that companies would use. Okay? I have, for the sake of simplicity, okay, just argued that companies operating in the digital platform can really be divided into two categories. They are either disruptors or they are disrupted. Okay? And disruptors are those on the defense and the offensive rather, while the disrupted is those that will try to defend. And based on that, you can only really have two types of pricing models. You will either be price-centered, right? And this price-centered model follows an argument about how it would actually be using price to increase its sales. So, for example, in the telephone industry, we have things like pay-as-you-go. Okay? But there is also what we would now call the value-centered
businesses. Where here your alternative is to gain a favorable position, where people will come to you because you're offering products which customers want. There is more of a tailor-made, there is more of a packaging. And if you then look at what the television companies are now doing, they are basically moving more towards a value-centered pricing position. So, what I would like to do is basically just draw this to conclusion. To basically say that there are 4 impacts that we are faced with. Firstly, the elbow room for pricing, that is to set high price or low price, is growing. There is now a greater awareness that in a digitalized economy or in a digital environment, pricing is king. Okay? There are also, as I've shown, new and more sophisticated methods of creating pricing, such as social media pricing. How would you defend your business if your competitor is giving the product away for free and they're making money in using other techniques? Okay? And then, of course, there is also about the importance of pricing. And pricing is now more important and much bigger. And perhaps, final thing would be, where will the new frontier be? Okay? Well, even in an era of new business models, new technology, okay, I'm just waiting for the screen to catch up. Can you see my updated screen? Yes. Let's go on. We see the slide about free publicity. So even in the era of new business models and new pricing, some things don't change. Okay. Yeah. Did you see the previous slide? We just see the slide about free publicity. Okay, so you want me to go back to the last slide? Yes, please, if you can. Okay. So I'm just trying to draw to a conclusion now. That basically there are 4 impacts here. Firstly, I tried to show that the elbow room for pricing is growing. We will look at the radical changes at the top end compared to the radical changes at the bottom end. Pricing maneuverability is now far more greater than before. There are also, as Sorogatti has shown, there are new and more sophisticated methods of pricing, such as what we use in terms of social media pricing. I've also shown that really the pricing is now more impactful and also of greater importance for businesses. How do you compete with a company that is going to give their product away for free if you actually then have to sell your product to them? Okay? And perhaps these are best illustrated by things like Skype, by things like Waves, where they are free and they are in competition with other technology-driven products. Okay? But even in an era of new business models, new technology, some things don't change. That is free publicity. Okay? Although I can't be with you, okay, you can always get hold of this wonderful book that my co-author, Professor Gabor Rekete, and I have written, called Pricing the New Frontier. And the pricing of the book is actually quite interesting.
If you buy a hard copy, a hardback copy, it will cost you £60. If you buy a softback copy, it will cost you £30. But if you buy a digital copy, available via Kindle or even onto your iPhone, it's £10 or $10 US. Okay? So, thank you very much for listening. Okay? I hope the technology and the voice has not been too bad, so you could hear what I've said. Okay? So, thank you very much. Thank you.